Ce podcast vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Champ des Possibles, un podcast hors série consacré aux défis de l'agriculture face à la transition écologique. Un podcast qui explore comment le secteur agricole s'adapte, innove et se réinvente face aux enjeux climatiques. Pour ce troisième épisode, nous nous intéressons à la fertilisation organique en tant qu'alternative durable aux engrais minéraux. Quelles sont les ressources possibles en France? Comment optimiser leur utilisation pour améliorer la qualité des sols agricoles? Nous en discutons tout de suite avec mes trois invités. J'ai le plaisir d'être entourée de Thierry Blandinière à ma gauche, qui est directeur général d'Invivo, une union de coopératives agricoles. Bonjour, merci d'être avec nous. Paul-Antoine Seb, directeur de Veolia Agriculture France et agriculteur. Bonjour. Et Julien de Normandie, qui est directeur impact chez Sweep, plateforme de gestion des données qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs climatiques et ancien ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors je tourne tout de suite vers Paul-Antoine Seb. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer, en fait, quand on parle d'engrais organiques, de quoi parle-t-on exactement? Alors en fait, c'est autre chose que les engrais minéraux. Donc tout ce qui est engrais organique et amendement organique, en fait, c'est tout ce qui comporte par définition du carbone. C'est tous les effluents d'élevage. Il y en a énormément en France. Et puis après, tout ce qui est issu de l'économie circulaire hors élevage, c'est-à-dire tout ce qui vient des industriels ou des collectivités, par exemple les déchets verts, les biodéchets ou les boues de station d'épuration. Et quelles sont les principales ressources utilisées pour créer ces fertilisants? Alors, dans les zones d'élevage, forcément, c'est tout ce qui sort des productions de volailles, de bovins, etc. Et puis tout ce qui est collectivité, je l'ai dit, c'est effectivement les déchets verts, les biodéchets. Et puis en termes d'industrie, c'est toute l'activité papetière. Il y a aussi des activités d'agroalimentaire qui produisent soit directement issus de leur chaîne de fabrication, soit issus du traitement de leurs propres eaux. Et en fait, ça fait des gisements quand même assez importants. Les fumiers en France, c'est 300 millions de tonnes. C'est énorme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis des années, la répartition de ces gisements-là a évolué, puisque la méthode traditionnelle de la ferme polyculture élevage qui était répartie sur l'ensemble du territoire a changé. Aujourd'hui, on a des zones d'élevage qui se concentrent. On parle souvent de la Bretagne. Et puis, on a des zones de grande culture qui se concentrent aussi. Et donc, la répartition de ces effluents organiques n'est plus équilibrée. On va revenir sur cette répartition. Et on utilise des engrais organiques. Voilà. Julien de Normandie, aujourd'hui, quelle est la dépendance de la France de l'agriculture française face aux engrais minéraux? Est-ce que c'est un enjeu de stratégie, un enjeu stratégique? D'abord, la réponse est à l'évidence oui, dans la mesure où on l'a vu, et je me souviens avoir eu à l'époque des discussions avec Thierry Blandinière, j'étais ministre, c'est au moment de l'invasion russe en Ukraine. Cette invasion russe en Ukraine a mis en avant la dépendance de l'Europe, singulièrement de la France, encore plus de l'Europe que de la France, mais enfin quand même, face à ces engrais minéraux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire très simple, les engrais minéraux, c'est du NPK avec beaucoup de gaz, qui est l'énergie qui permet de le transformer en engrais minéral. Et ce gaz venait évidemment grande partie de Russie, et l'assemblage était fait en grande partie en Ukraine. Vous allez par exemple au port d'Odessa. Au port d'Odessa, c'est un port d'exportation des engrais minéraux. J'étais il y a 1 an et demi sur le port d'Odessa et je peux témoigner à quel point ces usines de constitution d'engrais minéral est important. Et donc, on a vu à quel point on était dépendant. Dépendant par le gaz russe, dépendant par l'assemblage, notamment en Ukraine, mais dépendant aussi d'un certain nombre de ces minéraux. Je pense notamment à l'Afrique du Nord, auprès de qui nous importons ces minéraux. Donc oui, il y a cette dépendance, et cette dépendance, c'est un enjeu stratégique absolument immense. Pourquoi? Parce que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, quand on parle d'engrais, je prends 2 secondes ma casquette d'ingénieur agronome, quand on parle d'engrais, on ne parle pas d'un produit phytosanitaire, d'une pratique agricole nous permettant de substituer ce produit phytosanitaire par ici du biocontrôle, ici une alternative agronomique. On parle de la nourriture de la plante.
Oui. Et donc, vous avez, en fait, quand on parle d'engrais, on parle de nourrir la plante. C'est ceux qui vous disent, en fait, le mieux serait de se passer d'engrais, se trompent en ce sens où si vous ne nourrissez pas la plante ne va pas croître. Donc Et sans donc- engrais, rien n'est possible. Alors, c'est là où il faut rentrer dans la complexité, c'est-à-dire, est-ce que sans engrais minéral, rien n'est possible? La réponse est non. Il y a les engrais organiques, ceux qu'on vient de mentionner. Il y a aussi les engrais organiques liés à ce qu'on appelle la rotation des sols. Par exemple, on sait qu'on a un enjeu incroyablement important dans notre pays, qui est de réintroduire ce qu'on appelle des légumineuses, qui ont une capacité de fixation d'azote, qui donne de l'azote dans le sol et qui permet de réduire un certain nombre d'engrais à adjoindre ensuite à la culture. Donc c'est plus complexe, c'est une totalité, mais il serait de fausse appréciation que de se dire, bah voilà, il y a une grande poche dans laquelle on fourre tout, la chimie pour la protection des plantes et le côté minéral dans la nourriture des plantes. Non, c'est deux choses différentes. Dernier point, oui, on est dépendant. Attention, il faut rentrer dans la granulométrie et la complexité des choses. Mais dernier point, quel est l'immense défaut des engrais minéraux au-delà de sa dépendance? C'est qu'en fait, ce sont les engrais qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. C'est pour des raisons de décomposition ensuite dans le sol. En fait, lorsque vous allez adjoindre l'engrais minéral, in fine, vous aurez ce qu'on appelle du protoxyde d'azote qui va ressortir du sol. Et ce protoxyde d'azote a un énorme effet sur le gaz à effet de serre. Tant et si bien d'ailleurs, quand on dit que l'agriculture représente peu ou prou 15 à 17% des gaz à effet de serre, en fait, vous avez deux principales sources, le méthane issu de la rumination et l'engrais minéral. Thierry Blandinière, comment est-ce que les agriculteurs s'emparent de cette question au sein des coopératives que vous représentez? Est-ce qu'il y a une prise de conscience croissante de tout cela? Alors, comme l'a dit le ministre, quand il y a eu la guerre en Russie, il y avait peut-être une question de dépendance, mais tout de suite une question de prix, puisque les prix des engrais ont flambé jusqu'à 800 € la tonne, ce qui était considérable, partant de 200, 250 €. Donc ça veut dire que la maîtrise du prix et d'importation est essentielle. Donc les impacts sur le revenu de l'agriculteur et sur la capacité à produire de la ferme France sont considérables. Union in Vivo, nous on achète 30% des engrais de la ferme France. Donc forcément on a une responsabilité sur la négociation des prix. Donc c'est là on a vu tout de suite qu'il y avait une dépendance économique très forte qui pouvait avoir un impact considérable sur la ferme France et donc quelque part sur la valorisation des filières. Oui. Voilà. Et donc, on s'est mobilisé à ce moment-là pour trouver des solutions alternatives. Des solutions alternatives, il y a des engrais, effectivement, issus de la bioéconomie. Il y a aussi une source d'engrais qu'on appelle les engrais verts à base d'hydrogène. On va y revenir peut-être avec différents projets, notamment en Espagne. Et on a commencé à s'approvisionner en Espagne auprès de certaines entreprises d'engrais plutôt verts. Et l'engrais vert, qui paraît cher aujourd'hui, mais n'était pas cher à l'époque, puisqu'il était à 500 € la tonne. Donc, du coup, ça nous a fait réfléchir en disant, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet de relocaliser la production d'engrais en Europe sur les engrais du futur, c'est-à-dire les engrais verts. Donc, ce n'est pas les engrais issus de la bioéconomie, c'est les engrais qui sont issus d'un modèle à base d'une énergie renouvelable, c'est-à-dire d'électricité, pour le dire, ou d'hydrogène. Et donc, quelque part, ça permet d'avoir des engrais décarbonés. Pour rebondir, quand on parle de souveraineté agricole, il n'y aura pas de souveraineté agricole sans une capacité à produire des engrais, qu'ils soient minéraux, organiques ou agronomiques, c'est-à-dire dans les cycles de rotation. Ça, c'est très important à avoir en tête et c'est probablement un mix de ces différentes solutions. Quand vous prenez le mix de ces différentes solutions, tous n'ont pas le même impact sur le sol. Oui. La rotation a le meilleur impact sur le sol. Le minéral a un mauvais impact sur le sol. L'organique a un très bon impact sur le sol. Tous n'ont pas le même impact sur le climat. Le minéral a un mauvais impact sur le climat. Tous n'ont pas la même capacité en termes de réindustrialisation. Quand Thierry dit relocalisons des productions d'engrais, y compris faits à base d'énergie liée à l'hydrogène, c'est dans ce souci de regagner en souveraineté. Parce que quand on fait face à l'invasion russe en Ukraine, on a en plus un double effet. Le premier effet, c'est on n'arrive pas à accéder à la ressource. Et donc là, on essaye de sécuriser. Et le deuxième effet, une fois qu'on a accès à la ressource, on a des zones de production qui s'arrêtent parce que derrière, les agriculteurs n'ont pas la capacité d'acheter du fait des prix qui se sont littéralement envolés. Et ça, c'est une vraie question de souveraineté. C'est un vrai sujet de souveraineté, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, on oublie souvent, dans le maillon de la filière, les engrais.
Oui. Et on parle, oui, on est souverain parce qu'on produit des céréales, plus qu'il n'en faut d'ailleurs, on en exporte On va sur pas deux. assez en amont. On va pas assez loin. Donc on oublie la case de départ, c'est-à-dire l'éléphant dans la pièce dont on parle jamais, quelque part, c'est l'engrais. En fait, et on est complètement dépendant des importations. Et Paul-Antoine Seb, il y a une étude qui a été menée avec, entre ELAB et Veolia qui s'appelle l'agriculture et transition écologique, les exploitants français face au mur climatique. Donc 800 agriculteurs interrogés. Est-ce que justement on sait la proportion d'agriculteurs qui utilisent déjà ces engrais organiques? Alors, déjà, juste sur ce sondage ELAB, juste un chiffre intéressant. 66% des agriculteurs disent que ne rien faire par rapport à ce changement climatique coûtera plus cher que d'entreprendre des choses. C'est pour ça que ce sujet, effectivement, des engrais verts, comme tu dis, le sujet de se rapproprier le patrimoine organique de la France, de mieux collecter les déchets organiques pour les restituer au sol et faire ces boucles d'économie circulaire, c'est pour ça que ça ressort bien. Effectivement, là, pour le coup, à la fois la crise Covid sur la souveraineté alimentaire et la crise en Ukraine sur le sujet des engrais et de notre dépendance ont été mises en avant. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 30% des agriculteurs qui utilisent des produits, des composts à partir de biodéchets issus des collectivités industrielles. Et il y a à peu près 30% dans ce sondage des agriculteurs qui disent qu'ils sont prêts à le faire. Donc effectivement, pour le coup, un mal pour un bien, il y a les gens qui se disent, mais en fait, on a une ressource. Je crois qu'il faut aussi souligner le fait que si les engrais minéraux sont parfaitement efficaces, indépendamment des émissions pour les engrais azotés, les émissions de CO2 déjà à la production, plus le protoxyde lorsqu'on les met, ça n'apporte pas de matière organique. Et aujourd'hui, on a des sols qui se dégradent. Et en fait, le fait est que produire avec des engrais minéraux et avec beaucoup de pesticides, c'est pas si compliqué que ça. Même si ces pesticides sont utilisés à bon escient. Et donc, dans ce fameux Green Deal où on dit en Europe, il faut qu'on utilise moins d'engrais minéraux, il faut qu'on utilise moins de pesticides, prendre des biosolutions comme vous le disiez, si on n'a pas un sol en bonne santé, ça va pas bien se passer, quoi. C'est ça, parce que c'est un enjeu de durabilité, tout simplement, des exploitations. C'est un enjeu sur les émissions de carbone des pratiques actuelles qu'il faut essayer de réduire, et les engrais organiques le permettent. Et puis c'est aussi une espèce de tentative de reconquête de la qualité des sols, quoi, en fait. Mais si je peux me permettre, en fait, la beauté de l'agriculture, c'est quoi? C'est qu'on transforme de la matière organique en matière organique. C'est le cycle de la vie. Photosynthèse. Voilà, c'est le cycle de la vie. Et donc, en fait, l'engrais doit apporter cette matière organique avec ses éléments minéraux associés pour permettre à la plante de tirer l'eau, l'énergie solaire, cette matière, et d'en faire une autre matière organique qui va être consommée, etc., etc. Et moi, je suis frappé. On sait aujourd'hui qu'il nous faut absolument passer de l'engrais minéral à l'engrais organique. Encore une fois, ce sera jamais tout ou rien. Oui. Mais on sait qu'il nous le faut, ne serait-ce que pour les conditions climatiques de réduction des émissions de la ferme France. On sait qu'on doit le faire. Mais la matière organique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tout a été organisé, il y a plein de raisons à cela depuis plusieurs décennies, pour mettre sous une tension dingue la matière organique. La première des choses, vous l'avez dit tout à l'heure, fut un temps, le modèle de la ferme France, c'est ce qu'on appelait la polyculture élevage. Donc, j'avais mon étable avec mes vaches, j'utilisais le fumier pour les épandre sur les champs. Souvenez-vous. Une circularité. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui disent « Tiens, ça sent pas très bon dans le champ d'à côté ». Je sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, quand j'étais enfant, dans ma Normandie, il y a plein de périodes de l'année où vous aviez cette odeur, vous y étiez habitué. Aujourd'hui, on est un peu moins habitué, en vrai. Parce qu'on a perdu ces polycultures élevage. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, la matière organique, elle est mise sous tension par d'autres utilisations, y compris la production d'énergie. Les méthaniseurs, par exemple, la production d'alcool, du gel alcoolique, par exemple, et plein d'autres, qui est encore un sujet un peu différent, mais plein d'autres sujets. La matière organique, elle est sous tension. Et vous verrez, moi, je fais partie de ceux qui disent, cette matière organique, il faut absolument qu'on trouve les moyens d'accroître leur quantité. Vous avez évoqué ceux issus des lisiers, on en parlait, ceux issus des déchets des collectivités, etc. On peut parler des nouvelles formes comme celles issues des déchets d'insectes. On peut parler d'une réutilisation de ce qui sort des stations d'épuration, qui est rempli de matière organique. Parce qu'à un moment donné, vous verrez, on aura une tension et on va se poser la question de est-ce que je suis souverain
en matière organique, qui sera une équation incroyablement forte, parce que le jour où on est plus souverain en matière organique, c'est en fait le pilier même de toute l'agriculture qui est mise à mal. Paul-Antoine Seb, est-ce qu'il y a une urgence climatique en termes de sol? Quel est l'état des sols français et est-ce qu'il y a des signaux d'alerte? Alors, déjà, la France, on a la chance quand même d'avoir globalement des sols de très bonne qualité. Mais ça se dégrade. Comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on n'apporte pas de matière organique, le taux de carbone dans les sols diminue. Et puis, les impacts de ça, c'est quoi? C'est des sols qui sont donc moins fertiles, donc ce qu'on appelle la capacité d'échange cationique, qui permet... C'est un rendement qui est... Ah non, mais ça permet... En fait, on amène des engrais, qu'ils soient minéraux ou organiques, pour nourrir le sol, qui nourrissent les plantes, comme le disait le ministre. Mais si vous avez des sols qui sont plus assez résilients, ça filtre, ça va dans les nappes même d'ailleurs. Donc on a un problème de fertilité. On a un problème de capacité en rétention en eau. Moins vous avez des sols riches en matière organique, plus l'eau et donc quand il fait sec, ils tiennent pas le coup. Et donc effectivement l'incidence pour Thierry, c'est moins de production de céréales ou d'orge, etc. Et puis l'autre sujet, c'est l'érosion. En moyenne, on perd 1,5 tonne de terre par hectare et par an par l'érosion. Donc on a vu des événements climatiques extrêmes, mais c'est une moyenne. Et donc l'INRAE suit ça. On a un indice de suivi de la qualité des sols. Tous les 10 ans, c'est suivi. Il y a un réseau national de 2200 sites qui sont suivis tous les 10 ans et on voit une dégradation. Donc il va falloir reconquérir ça parce que vous avez entièrement raison. L'enjeu de l'agriculture de demain, c'est de produire un maximum de biomasse et de faire tourner cette photosynthèse à fond pour satisfaire les besoins énergétiques et les besoins en culture pour toi. C'est important. Alors après, de quoi on parle en termes de volume par rapport aux engrais utilisés aujourd'hui sur la ferme France? Oui, on consomme, je crois, 6 millions de tonnes d'engrais. Enfin, 8 millions de tonnes d'engrais de toutes composantes. S'agissant de la bioéconomie, ça représente à peine 5%. 10%. C'est on parle de ça. Ouais, c'est un peu plus que ça quand même. Ça peut, non, mais j'ai pas le chiffre exact, c'est pour ça, mais 5-10%. Ouais, c'est 10%. Maximum, si on pousse le curseur, on va monter à 20% si on se projette. En tonnage, c'est quasiment moitié-moitié. En flux de NPK, c'est 10 à 20%, comme tu le soulignes. C'est ça. Donc, du coup, il y a un enjeu de rendement à l'hectare après. Donc, il y a aussi la performance, les engrais qui donnent la performance du rendement à l'hectare qui est essentiel pour le revenu de l'agriculteur, finalement. Il ne faut pas opposer les deux engrais. Et je n'oppose pas. Mais je n'oppose pas du tout. Je dis c'est complémentaire, mais ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas que la solution. C'est pour ça que on essaye de nous favoriser des investissements nouveaux en France. On a un projet qui s'appelle FertiHy, Hydrogène FertiG, qui est de relocaliser donc une usine de production d'engrais dans le nord de la France. C'est chez moi. À côté. L'idée, c'est de mettre 500 000 tonnes d'engrais dans cette usine à base d'énergie renouvelable, verte, pour être complètement décarboné à l'échelle. Et donc là, 500 000 tonnes d'engrais, on peut produire entre 3 et 4 millions de tonnes de céréales. Donc ça, c'est un enjeu considérable pour le bassin nord. Et là, à l'échelle, ça nous permettrait de décarboner plus rapidement la filière et d'aller vers un blé qui serait complètement décarboné ou de l'orge qui serait complètement décarboné, ce que souhaitent beaucoup d'industriels aujourd'hui. Quand on parle du scope 3, du fameux scope 3 de l'industrie, ça revient sur l'agriculture et nous, on a une pression considérable parce que 50% du bilan carbone d'un produit revient à l'agriculteur. Donc, et 50% des 50%, c'est l'engrais. Et donc, dans ce cas-là, un tel investissement, moi, que je soutiens mais pleinement, ça permet deux choses, de regagner en souveraineté, puisqu'on ne sera pas dépendant, voilà ce qu'on se disait tout à l'heure, vis-à-vis de la Russie ou de l'Ukraine. Et deuxièmement, dans la chaîne de production de l'engrais minéral, parce que c'est toujours de l'engrais minéral là dont il est question, j'ai toujours le protoxyde d'azote une fois que je vais l'utiliser en champ, mais en revanche, j'ai réduit en plus le CO2 au moment de la production. Donc ça répond à plusieurs enjeux. Donc ça répond à plusieurs enjeux. Ça ne répond pas à un autre enjeu qui est de se dire il faut absolument continuer à développer la matière organique, l'engrais organique, en sus et en complément de ce que vient de dire Thierry. Est-ce que Thierry Blandinière, comment est-ce qu'on pourrait... quels seraient les freins et comment aller au-delà de ces freins pour développer cette matière organique? Disons qu'il faut étudier, cartographier la ferme France à l'échelle, regarder où on peut développer la bioéconomie dans l'économie circulaire, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont très céréalières, on rentre dans les rotations de culture, effectivement, avec cette agriculture régénératrice dont on parle souvent, qui n'est pas labellisée aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet, de dire comment on rentre dans un schéma de rotation de culture avec des légumineuses, le ministre l'a dit, pour enrichir les sols, etc., pour faire de la compensation. Donc tout ça peut fonctionner si on arrive à rentrer dans ce cercle vertueux. Mais pour ça, il faut embarquer les grandes cultures dans ce changement de cycle.
Donc, ça veut dire qu'un agriculteur qui avait l'habitude de produire, mettons, que des céréales, il a un revenu sur 5 ans qui est plus ou moins garanti en fonction des prix. Quand on lui dit, il faut commencer à faire des solutions alternatives, changer, faire des rotations de culture, on va faire produire des légumineuses, et sur les légumineuses, il va gagner beaucoup moins d'argent que sur les céréales. Donc, il y a forcément une résistance. Et donc, il y a une résistance par rapport aux revenus. C'est comment... Et pourtant, quelque part, in fine, au bout de 5 ans, avec ces rotations de culture, finalement, il s'y retrouve parce que le rendement augmente et puis il a un patrimoine qui est mieux valorisé parce que son sol est de meilleure qualité. Donc, comment on explique à l'agriculteur qu'il faut s'engager et comment on le soutient dans l'engagement de ces grandes transitions d'un point de vue financier aussi? C'est ça l'enjeu. Exactement. Enfin, c'est la beauté de la... En gros, vous allez avoir... vous prenez un pâturage, par exemple. Vous allez avoir des graminées, des légumineuses dedans. En gros, vous en allez avoir certaines qui vont pomper le sol et d'autres qui vont nourrir le sol. Ça qui est incroyable. Et donc, à l'échelle de ce que je viens de dire, d'une pâture, vous pouvez faire exactement la même chose à l'échelle de votre exploitation agricole. Le deuxième point, qui n'est pas forcément très politiquement correct, mais moi que j'assume pleinement, qu'est-ce qui conduit à une diminution de matière organique aussi dans notre pays? C'est la décapitalisation du cheptel. Quand vous entendez toutes les personnes, certaines, qui tapent sans cesse sur l'élevage, qu'est-ce qu'apporte l'élevage à notre pays? C'est la qualité des sols, des prairies permanentes, et c'est l'accès à cette matière organique. Fut un temps, encore une fois, le modèle de la polyculture élevage. Et d'ailleurs, on a une part de responsabilité, nous, décideurs, au niveau européen et au niveau national, parce que s'il y a un grief que je fais volontiers à la PAC, étant vraiment en soutien de la politique agricole commune, s'il y a un grief, c'est qu'on a conduit avec cette politique agricole commune, à réduire le nombre de fermes polyculture élevage. C'est un fait. Bon. Et donc, tout ce qui conduit à continuer encore et encore à décapitaliser les cheptels a une autre conséquence, c'est qu'on réduit notre accès à la matière organique. Je ne dis pas non plus qu'il faut faire tout à l'inverse, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, voir la ferme, y compris l'élevage, dans ce qu'il apporte aussi, pas que son impact, mais aussi ce qu'il apporte au sol, à l'environnement, est extrêmement important parce que voir le plan large. Exactement, voir le plan large. En fait, il faut changer de culture au propre et au figuré. Mais je pense qu'il faut aussi sensibiliser les populations à ça. Parce qu'en fait, vous disiez, on dépense à 100, ouais, ok, mais c'est ce qui sert à nourrir les sols. Et nous, on voit aussi, dans les sondages ELAB qu'on a fait auprès de la population, pas des agriculteurs, mais de la population, 70% de la population est prêt à consommer des produits qui sont cultivés sur des sols qui ont reçu des engrais issus de l'économie circulaire. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est important. Par exemple, la question des bouts d'épuration. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites des bouts d'épuration? Est-ce qu'on accepte collégialement, on en parlait tout à l'heure, les Espagnols, eux, ils se posent pas de questions. Ils épandent des bouts d'épuration. En France aussi, beaucoup. En matière organique. En France, on a des législations qui sont... Oui, j'allais demander, est-ce qu'il y a une réglementation qui encourage ou qui est trop limitante par rapport à ce... On n'a jamais osé franchir complètement le pas, pour deux raisons. D'abord, culturellement. Se dire que nos propres déjections se retrouvent à nourrir la salade qu'on va ensuite consommer, on n'aime pas trop. La circularité qui... Exactement. Mais ce qui va trop loin. Exactement. Mais alors, ce qui pourtant est complètement naturel, au sens humaniste du terme, si je peux dire, complètement naturel. Mais ça, on n'aime pas trop, nous. Il y en a d'autres qui se posent pas de questions, nous, on n'aime pas trop. Et le deuxième point, c'est que ça nécessite, mais ça, vous le diriez mieux que moi, ça nécessite des investissements dans le traitement des bouts des stations d'épuration qui fait que ça coûte un peu plus cher. Donc, il faut aussi accepter le coût induit à cela. C'est la même chose sur l'eau, quand on parle de l'eau usagée. Oui, voilà, la réutilisation Veolia, des sur eaux reuse, c'est un vrai sujet pour irriguer. Donc, on sait que là aussi, il y a des réglementations qui sont assez difficiles pour utiliser de l'eau qui a été retraitée, ce principe de reuse, pour la viticulture, notamment dans le Languedoc. On a 1% de reuse en France, 10% en Italie, 15% en Espagne, 90% en Israël. 100% des avocats israéliens consommés en France sont issus de culture de reuse. Et donc, sur cet aspect... Mais expliquez bien quand même, parce que c'est très important. S'ils le font, c'est qu'ils ont des dispositifs qui sont différents, parce que faut pas oublier... Une boue d'épuration, souvenez-vous, on parlait tout à l'heure de la crise en Ukraine, la crise juste avant, c'est la crise Covid. Souvenez-vous, pour mesurer l'impact de la crise Covid, on mettait des capteurs dans les boues des stations d'épuration pour voir à quel point le virus était présent. Donc, quand on dit cela,
on ne le prend pas à la légère. On dit cela en ayant pleinement conscience de qu'est-ce que ça doit impliquer, et on ne dit pas simplement on branche le tuyau de la station d'épuration pour aller arroser le champ. Mais on peut faire confiance, je crois pouvoir le dire, à des acteurs comme vous pour savoir le faire. Alors sur ce plan-là, effectivement, sur le plan réglementaire, il y a des textes qui existent, c'est propre, c'est fait, ils sont en train d'être revus, ça traîne un petit peu, c'est ce qui est d'ailleurs un peu embêtant, mais en fait, la France est un bon élève en Europe, il y a beaucoup de recyclage, contrairement aux Allemands, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de police des réseaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils mélangent leurs effluents industriels, etc. Donc eux, ils ont dit, non, on peut plus les épandre. Nous, en France, il y a un énorme effort de fait par les collectivités, les agences de l'eau, et on a des bouts de qualité, etc. Il n'empêche que l'innocuité est pour nous Veolia, quelque chose d'essentiel. Et on a mis en place depuis 25 ans un protocole avec l'INRAE qui s'appelle Caliagro, où on suit les bienfaits de ces composts, de ces bouts, et les risques. Et il faut pas nier les risques potentiels, parce que la population a toujours un peu peur. Le principe de précaution, vous l'avez pas cité tout à l'heure, mais c'est un des freins majeurs. Et en fait, non. Un sol où on ne met rien, forcément, il n'y a pas de flux d'éléments indésirables. Par contre, un sol où on met des produits comme ça, que ce soit des fumiers, que ce soit des composts de bouts d'épuration, etc., même s'il y a quelques flux légers, en fait, on a un sol qui est bien plus vivant. Il y a beaucoup plus de vers de terre, il y a beaucoup plus de vie et il y a beaucoup plus de production. Et d'ailleurs, le site sur lequel c'est fait, c'est près de Grignon. L'agriculteur, il est maintenant en culture biologique et il met plus d'engrais et tout va bien. Oui, j'allais dire, on arrive au bout de cette émission. Est-ce que vous avez un exemple concret, peut-être un projet que Veolia accompagne en France qui mettrait en avant cette bonne utilisation, cette bonne complémentarité de l'engrais ? Vous savez, nous, Veolia Agriculture, notre mission, c'est d'accompagner la transformation écologique de l'agriculture. Alors, ça fait très ambitieux, mais on reste modeste pour autant, mais on se dit qu'il faut produire plus encore de biomasse pour les besoins énergétiques ou les besoins alimentaires. Mais vous savez, l'alimentation, c'est de l'énergie, c'est des calories, en fait. Tout en ayant un impact carbone moindre. Donc, nos fertilisants organiques, on en produit 1 million de tonnes quand même en France. Donc, ça se passe plutôt bien et les agriculteurs sont contents. Et quand les engrais ukrainiens et russes ont augmenté, ils étaient bien contents d'avoir ceux-là qui étaient moins chers. Donc, sur leur pouvoir d'achat, ça s'améliorait, tout en garantissant l'innocuité. Et notre mission, notre raison d'être, c'est cette santé des sols. En fait, si on n'a pas des sols en bonne santé, on aura un souci sur notre souveraineté alimentaire. Voilà un peu notre mission, notre vocation, avec tout un tas de partenariats, avec les grandes coopératives, les industriels de l'agroalimentaire, comme ça a été dit par Thierry, les ministères. Et il faut que tout le monde nous aide. Et je pense que le pas de demain, c'est de sensibiliser la population. Mon rêve, si je devais en exprimer un, c'est j'espère qu'un jour, on aura un label, un espèce de Nutri-Score ou un Nutri-Carbone, un label qui me dira, voilà, en fait, ce produit-là, il a été produit grâce à une économie circulaire qui fait que, sur le plan économique, technique et réglementaire, on a réussi à faire quelque chose de bien qui coûte moins cher à la population. Ce sera le mot de la conclusion. Paul-Antoine Seb, je rappelle que vous êtes directeur de Veolia Agriculture France et agriculteur, Thierry Blandinière, directeur général d'Invivo, et Julien de Normandie, directeur Impact chez Sweep et ancien ministre de l'Agriculture. Et merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. C'était le podcast Champ des possibles. Ce podcast vous a été présenté par Veolia.